Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech Co et BFM Tech dédiée aux plateformes de streaming et aux séries qui sortent dessus. Et une série est sur pas mal de lèvres en ce moment, elle fait beaucoup parler, c'est la série Euphoria, série, pas envie de dire culte, c'est peut-être un peu fort de dire culte pour Euphoria, mais série en tout cas marquante des années 2020, du tournant des années 2020, qui revient pour une saison 3 qui est censée conclure un peu cette histoire d'adolescents au tournant de leur début vie d'adulte, on va dire. Cette série fait quand même pas mal parler, mais pas forcément en bien. Est-ce que cette saison 3 était finalement nécessaire de revenir 5 ans après? C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui avec mes deux invités qui, eux, sont fantastiques. Comme toujours, Margot Barallon et Romain Béis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes en forme? Ça va très bien, content d'être là aussi encore une fois. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. On va quand même vous représenter au cas où il y a des gens qui ne suivent pas. Margot, journaliste série indépendante, mais on te lit en ce moment dans Télérama. Exactement. Voilà, le nec plus ultra finalement du journalisme culturel en France. Derrière l'épisode suivant, bien sûr, on va pas se mentir. On peut y lire notamment, on va en reparler, parce que tu as publié donc une critique d'Euphoria dans Télérama, et notamment axée autour du thème du capitalisme et du rapport de la série et des personnages avec le capitalisme. C'est effectivement un point important qu'on abordera. Romain, toi tu animes chaque semaine, ça n'a pas changé, le podcast Originals, avec mon meilleur accent, dédié à l'actu des plateformes de streaming, comme Exactement. suivant. Et avec tes acolytes, vous avez consacré un numéro également à la nouvelle saison d'Euphoria, donc vous pourrez prolonger l'émission d'un côté avec un peu de lecture, de l'autre avec un podcast audio à écouter. La dernière fois que vous étiez tous les deux sur ce plateau, vous aviez livré un duel épique C'est vrai. autour de Night of the Seven Kingdoms. Une joute. Une joute tout à fait de haute volée. On va voir si sur Euphoria vous êtes d'accord ou pas, s'il va y avoir un nouveau duel. Mais ça va nous faire en tout cas un beau débat de la semaine, c'est parti. Voilà, je le disais, il y a des séries qui servent quand même de marqueurs temporels, voilà, de temps en temps, comme il y a des films aussi qui induisent un avant et un après, des séries qui créent un style, leur propre style, qui sera derrière copié jusqu'à la nausée. Euphoria fait clairement partie de cette catégorie, hein, les deux premières saisons qui sont sorties en 2019 et 2022. Elles ont pris un peu Hollywood par surprise avec ces ados de trash, une esthétique léchée, presque glamour, hein, même dans la façon de montrer des thèmes très noirs pourtant, hein, la drogue, la dépression, les violences sexuelles. Voilà, finalement, une adolescence normale aux États-Unis, à laquelle c'est un peu difficile de s'identifier, mais c'est aussi un peu le concept de la série, de ne pas forcément montrer des choses très réalistes. Il y a eu les fans, très clairement, des gens qui ont adoré, et puis il y a ceux qui sont restés indifférents à cette série, voire qui l'ont détestée. 4 ans plus tard, le créateur, toujours le même, Sam Levinson, offre une conclusion à son histoire. Ça n'a pas été de tout repos d'arriver jusqu'à cette saison 3, on en dira un mot. Mais avant de parler justement de cette saison 3, je voulais un peu qu'on remette un peu de contexte sur Euphoria. C'est quoi votre rapport à tous les deux avec la série? Est-ce que vous avez été embarqués par le phénomène qui a été Euphoria quand c'est sorti en 2019, Margot? Alors moi, je me souviens qu'elle m'a prise vraiment par surprise. C'était pas forcément une série, parmi, la multitude de séries, qui sont sorties cet été 2019 donc. J'avais pas forcément misé sur celle-ci et moi, j'ai été complètement embarquée. J'ai adoré la saison 1. Je fais partie, on est déjà un peu moins nombreux, des gens, qui ont défendu aussi, en tout cas une partie de la saison 2. Je trouve, que, si ce n'est culte, en tout cas, effectivement, c'est une série qui marque ces années-là, qui, a créé vraiment un univers extrêmement particulier et qui a eu l'ambition de raconter la jeunesse. D'ailleurs, ça faisait un peu ricaner au départ et c'est toujours intéressant de voir aussi les réactions finalement des personnes plus âgées qui disaient « Ah, mais les jeunes ne ressemblent pas à ça ». Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se voilent la face. Et ensuite, je pense aussi que l'ambition, c'est de retranscrire les émois adolescents beaucoup plus qu'un réalisme des tenues qu'on porte effectivement au lycée, même aux États-Unis. Et là-dessus, je trouve que c'est une grande série. Ça a été en tout cas une grande série sur ces 2 premières saisons pour décrire encore une fois ça, vraiment le tourbillon de l'adolescence. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très réussi. Cette période compliquée de la fin de l'adolescence vers le début du passage Exactement. à l'âge adulte, ces dernières années de lycée où on est encore avec ses copains du quartier qu'on connaît tous, etc. Mais on s'apprête à basculer dans une autre vie. Ça engendre beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes qui sont bien retranscrits effectivement dans ces 2 premières saisons. Romain, tu avais été toi aussi
séduit par Euphoria quand c'est sorti? Ouais, tout à fait, pareil, les 2 premières saisons et j'y rajoute aussi les 2 épisodes spéciaux qui sont sortis dans la foulée. Ouais. L'un des 2 notamment qui est un huis clos dans un diner, juste un dialogue entre, Colman Domingo et le personnage de Zendaya et qui m'avait particulièrement marqué, par rapport à la profondeur Mmh. des échanges. Oui, c'est vraiment, on le disait en off, mais Euphoria a tout, d'un produit générationnel. C'est-à-dire que même d'avoir la génération d'avant qui critique et qui, n'arrive pas à intégrer la chose, ça fait partie des marqueurs de ce qu'on appelle une production, voilà, générationnelle et ce parti pris de l'esthétisme aussi qui va être, derrière, recopié, à Mmh. outrance, même, sans enfin voilà, ça fait partie encore une fois de ces marqueurs. Donc pour moi, Euphoria a cette puissance-là quand elle sort. C'est effectivement pas forcément, une recherche de réalisme en tant que telle, plus, la manifestation d'archétypes, qui est des représentations, autour de thématiques que Sam Levinson veut aborder. Mais, après, moi j'ai pas vécu, en Californie, ces dernières années en tant C'est qu'ado ce que et j'allais ça se dire. trouve, il y en a peut-être des ados qui sont vraiment comme ça, je sais pas. Alors, il y en a sans doute. Après, effectivement, on se doute que c'est clairement pas une majorité non plus, c'est ce que un peu j'allais dire, c'est que, i comment on a pu s'attacher finalement à cette série avec des personnages qui sont globalement tous assez détestables, ou en tout cas auxquels on ne peut pas s'identifier parce que c'est pas nos vies pour la plupart d'entre nous, je pense. C'est Tu l'as dit Margot, c'est un peu poussé à l'extrême dans la façon de représenter, d'extérioriser ce que ressentent les ados, à l'intérieur, de le mettre finalement à l'extérieur avec des tenues improbables, avec, des relations très explosives, très éruptives. Heu Ça tenait à quoi finalement, l'attachement de cette série avec Moi, cette je série? pense pas que ce soit impossible de Ouais, s'identifier. Alors, étant la seule femme sur ce plateau, par exemple, sur, la première saison, il y a une description quand même de la violence sexiste qui s'abat sur les jeunes filles, ouais. qui quand bien même elle a pu s'exprimer de façon différente, je pense touche énormément, si ce n'est toutes les jeunes filles et ça, c'est quelque chose qui était vraiment très intelligent dans Mmh. la première saison. La façon finalement dont, les filles au lycée doivent naviguer entre les mauvaises réputations, le fait que, ben, quelque part, on attend d'elles qu'elles séduisent, mais pas trop. Voilà, tout ça, moi, je trouve ça extrêmement réaliste pour le Mmh. coup Finalement le fond derrière en et fait si on et plus s'attache ouais, réaliste, que bien la sûr, forme que quoi. la forme et en fait, il y a, des excès qui virent parfois même à la boursouflure esthétique, qui sont là pour moi, pour, finalement mettre en valeur les excès d'émotions, adolescents qui sont en fait, extrêmement réalistes. Enfin, je sais pas, moi, je me souviens de mon adolescence. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais pas toujours quelqu'un d'extrêmement mesuré, y compris quand ça allait très bien ou quand ça n'allait pas bien du tout. Et là, je trouve que, enfin, il y a quand même un processus d'identification qui est possible. Il y a aussi des personnages, je pense notamment au personnage de Lexi et à la fin de la saison 2 que moi je trouve absolument grandiose, où ce personnage assez discret se Mmh. révèle et en fait, ben oui, elle, c'est vraiment la fille que personne n'avait jamais remarquée et qui rêve d'autre chose. Ça aussi, c'est extrêmement relatable, diraient les Américains. On peut vraiment s'investir là-dedans. Donc je pense pas du tout que tous les personnages, quand bien même effectivement certaines notamment s'habillent de façon complètement extravagante et tout ça, mais je pense qu'on peut s'identifier. Et par ailleurs, il y a aussi un processus d'identification qui, pour moi, qui ne suis pas de la génération Z Mmh. décrite dans la série, fonctionne quand même en fait en miroir. C'est notamment la description d'une sexualité beaucoup plus fluide. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, quand bien même ça n'est pas du tout ce que j'ai vécu, que je souhaite finalement aux jeunes Mmh. aujourd'hui. Et c'est un des rares aspects quand même un peu optimistes et lumineux de la série, en tout cas dans les 2 premières saisons. Et ça, c'est quelque chose, quand bien même je ne l'ai pas vécu, que je peux quand même constater dans le monde dans lequel on vit, quoi. Mais tu as complètement raison, personnellement, bah, pareil, je suis pas de cette génération-là, mais ça m'empêche pas d'avoir autour de moi des gens qui sont issus Mmh. de cette génération-là, et de voir que certaines problématiques abordées dans Euphoria, les transcendent vraiment, et ils se posent et ils et elles se posent des questions, que nous on se posait pas plus que ça Mmh. et ils le font avec une vraie prise de conscience, un vrai recul aussi et je trouve que cette série
permettait de simplifier des fois cette vision, ces échanges, etc. Et même du côté de la construction masculine, il y a aussi quelque chose dans cette série. Ça montre beaucoup de ce qu'il ne faut pas être et de ce qu'il ne faut pas faire. Mais on voit aussi une pluralité de possibilités et aussi de fluidité, mine de rien, surtout dans les deux premières saisons. Donc c'est vraiment, je pense, arriver aussi au bon moment. Ouais. Pareil, cette mode du maquillage, alors je me souviens plus du nom de la maquilleuse historique je me l'étais noté, Donny Davy, voilà, qui avait un petit peu créé ce style Euphoria. Aujourd'hui, quand on va en festival de musique, on voit beaucoup de gens avec cette esthétique très Euphoria, Qui a été très adopté. maquillage un peu exubérant sur les yeux et tout ça, dans les paillettes, etc., le glitter. Donc voilà, c'est quand même un vrai Donc la marqueur. forme matchait finalement avec le fond quand même dans ces 2 premières saisons et les 2 se servaient, l'un de l'autre pour s'élever. Passons à la saison 3 parce que c'est quand même l'actualité, série du moment. Il y a 4 épisodes qui sont sortis pour l'instant. Je vais préciser, qu'on va évoquer quand même pour s'appuyer dans notre débat sur quelques moments de l'intrigue de ces premiers épisodes. Donc si vous les avez pas vus, vous avez l'habitude, vous mettez sur pause, vous mettez l'émission en favori quelque part, vous allez regarder l'épisode et vous revenez, nous écouter. L'intrigue d'Euphoria se passe dans cette saison 3, 5 ans pardon, après la fin de la saison 2. Les personnages ne sont plus au lycée, ils ont quitté le lycée, ça y est. Ils sont dans leur vie d'adulte, ils ont commencé à travailler pour la plupart, avec plus ou moins de réussite. Ils sont tous encore plus ou moins à Los Angeles, donc ils sont restés dans cet environnement très urbain. Mais la série ne raconte plus du tout la même chose pour le coup. On a quitté le domaine de la coming of age story, comme on appelle ça, des adolescents qui passent au monde des adultes. Est-ce que ça vous... le fait qu'il y ait plus fil rouge autour qui faisait le lien de ces 2 premières saisons, ça vous a gêné? Est-ce que vous avez quand même été embarqué par ce début de saison 3? En fait, ce qui est plus gênant, je trouve, c'est que finalement, les liens entre les personnages sont moins évidents. C'est-à-dire que, en fait, il et elle sont plus vraiment amis. Oui. Il y en a qui sont encore en couple, mais finalement, ils n'ont pas tellement de raisons de se recroiser. Et donc ça, je trouve ça un peu artificiel. Et c'est difficile de croire. Mais bon, je veux Notamment bien... ce mariage où finalement on se Voilà, demande un peu pourquoi, tout le monde se par retrouve exemple, dans l'épisode 3 on à comprend un bien pourquoi mariage. Ru est invité à ce Voilà, mariage, on alors ne sait qu'elle pas l'a du clairement tout pas pourquoi revu les gens depuis. sont là. Mais ça permet de remettre tout le monde au même endroit. C'est complètement artificiel. Donc là, voilà. Après, la série, de toute façon, assume le fait que voilà, on est sorti de l'adolescence. Il y a un côté vraiment plus polar dans l'intrigue. Il y a un côté, et moi, ça, je range ça dans les aspects positifs, il y a une réappropriation des codes du western qui est évidente Ouais. dans les 3 premiers Ouais, épisodes, particulièrement notamment dans le premier. ouais, qui est... Néo-western et tout ça, moi j'adore le western et donc je trouve que c'est très bien fait, visuellement c'est très intéressant et dans ce que ça raconte, évidemment le western c'est le genre fondateur de l'Amérique, dans ce que ça raconte en fait de comment vit l'Amérique, c'est assez pertinent. Il y a quelque chose un peu du cinéma des frères Cohen, un petit peu de Tarantino. Il y a quelque chose comme ça qui a été aspiré pour cette saison 3. Et c'est vrai qu'il y a un changement de registre. Il y a des séquences qui fonctionnent très bien en tant que telles. Ouais. Cette scène de voiture en équilibre sur le fameux mur de Trump. Enfin, voilà, il y a des choses très marquantes. Mais dans l'ensemble, là où les 2 premières saisons étaient parfois chocs pour exprimer un propos, là, on a l'impression que ce côté choc, c'est pour le choc uniquement. Il y a quelque chose de beaucoup plus... moi, j'étais enclin à pardonner des errances Ouais. parce que ça racontait vraiment des choses et ça pouvait libérer et la parole et les consciences sur des sujets importants. Là, j'ai un peu l'impression qu'on est dans la recherche plus de la démonstration. Chercher à choquer les gens et les spectateurs qui vont... C'est-à-dire qu'il y a une espèce de voilà. déséquilibre, cet équilibre entre le fond et la forme qui faisait un peu Mais ces 2 ça premières saisons. raconte plus vraiment grand-chose parce Ouais. que c'est bête, hein, mais quand on est à l'adolescence, on est un peu perdu, comme tu disais, on se cherche peut-être, on a cette perte de repères, cette quête d'identité, et on est enclin, encore une fois, peut-être, en tant que spectateur et spectatrice, à pardonner des errances et des erreurs. Quand on est adulte, c'est un peu plus compliqué. Regarde, quand tu prends Trainspotting, ce qu'ils font dans Trainspotting, tu te dis, cette génération, elle est complètement tarée. Et puis quand tu as Trainspotting 2, tu te dis, mais ils ont 50 piges, ils font pareil. Ouais. Là, tu les excuses plus du tout. Tu trouves vraiment que c'est des gros losers. Donc, voilà, moi j'ai un peu ce syndrome-là dans la saison 3, c'est que ils n'ont pas évolué. Ils sont tout le temps...
voilà, Ok. prisonniers de leurs propres démons, et on aurait aimé peut-être voir une évolution, parce que l'âge adulte, c'est aussi faire des choix et avancer dans sa vie, normalement. On va évoquer justement un petit peu le fond de ce que raconte cette histoire. Et on retrouve quand même des choses qui étaient un peu le cœur de Euphoria dans les 2 premières saisons, notamment les relations amoureuses, amicales, etc. La difficulté de les entretenir au fil des années. La drogue est encore un thème assez central dans cette saison 3, voire même très central. Mais il y a aussi des nouvelles thématiques qui arrivent, et notamment le monde du travail, finalement, le capitalisme 2026, j'ai envie de dire, avec notamment un personnage qui tourne autour de la montée en puissance d'OnlyFans, la marchandisation des corps, le besoin d'attention engendré par les réseaux sociaux qui était déjà présent dans les 2 premières saisons et qui là est engendré par la monétisation aussi, propulsé par la monétisation. L'entrepreneuriat aussi via le personnage de Nate qui est englué dans des dettes dans le secteur du BTP. Est-ce que cette vision d'Euphoria sur le monde du travail, sur le capitalisme, c'est un peu l'objet de l'article que tu as écrit pour Télérama, Margot, est-ce qu'elle est pertinente, ou en tout cas aussi pertinente que sa vision du lycée? Justement, moi, je trouve pas. D'abord parce qu'elle est moins novatrice. Il y Mmh. avait quelque chose qu'on racontait de l'adolescence qu'on n'avait pas encore vu comme ça, quand bien même, évidemment, c'est pas du tout la première Oui, il y série avait eu qui Skins, soit il y avait eu d'autres, intéressée à évidemment. ça. Là, sur le capitalisme, en fait, si on veut égratigner le capitalisme aujourd'hui, l'exception, c'est la série qui n'en parlerait pas. Là, on en parle, voilà, on dit tout s'achète, tout se vend. Au-delà du fait que c'est pas très novateur, moi, je pense que, et ça recoupe un autre problème d'Euphoria qui était latent et dont on a aussi beaucoup parlé dès la saison 2, mais en réalité, surtout dans le gap qu'il y a eu entre la saison 2 et la saison 3, Mhm. c'est que le capitalisme, là, donc le fait de vendre tout et n'importe quoi, et à commencer par soi-même, ne s'applique pas du tout de la même façon aux femmes et aux hommes, ce qui est ce qui est extrêmement Mhm. réaliste. En revanche, on a, je trouve, une série qui se complaît vraiment dans le fait de montrer à quel point le capitalisme avilit les femmes, alors que les hommes, quand bien même il s'agit de Nate qui est criblé de dettes et tout ça, n'en sont jamais réduits à devoir se vendre eux, Mm. en tout cas sur les 4 premiers épisodes. Et donc, il y a quelque chose là. En fait, le capitalisme est un prétexte pour montrer des femmes à poil. On va pas se mentir, c'est ça, cette saison 3. Globalement, le début C'est- de la saison 3, effectivement, est un peu abusif quand même là-dessus, on peut le dire. En fait, le problème, c'est que la série a beaucoup, dans les saisons 2 et 3, été tiraillée entre ces deux forces. Est-ce que je montre de la nudité parce que finalement, je veux pas me voiler la face et je veux aussi montrer à quel point, dans une société avec ses réseaux sociaux, ce culte de l'apparence, les femmes sont acculées, obligées de le faire et tout ça? Ou est-ce que je me complais dans cette hypersexualisation finalement des personnages féminins? Moi, je pense que le début de la saison 3 ne laisse aucune place au doute. On se complaît là-dedans. Et il y a, en fait, pour moi, ça s'exprime en une seule scène. Il y a une scène qui n'est pas du tout une scène de sexe. Mhm. C'est une scène où Rue et une autre femme sont obligées d'ingérer de la drogue Ouais. parce qu'en fait, elles servent de mules. Et elles ingèrent de la drogue et c'est vraiment filmé comme un porno. C'est filmé comme une gorge profonde dans un film pornographique. C'est inutile de le filmer comme ça puisqu'il ne s'agit pas d'une scène de sexe. Donc il y a vraiment un regard, on parle beaucoup de male gaze en ce Ouais. moment, mais là pour moi il y a vraiment un regard qui est assez avilissant et le personnage qui l'exprime aussi le mieux tout au long de la série, c'est celui de Cassie. Cassie qui était quand même un personnage en saison 1, il faut le rappeler, qui est extrêmement mal à l'aise avec le fait qu'on l'hypersexualise. Ouais. On comprend qu'il y a des nudes, donc des photos d'elle nue qui ont été Circulent, partagées dans le lycée à son corps défendant, qu'elle ne sait pas comment faire pour gérer ce problème. Et là, aujourd'hui, elle est sur OnlyFans. On nous l'introduit avec un plan sur ses fesses, qu'elle remue. Elle est déguisée en chien, bébé, en ouais. chien. Honnêtement, trop, c'est trop. Et ce personnage est devenu complètement caricatural, burlesque, gaguesque. Pour moi, en fait, on perd l'intériorité des personnages. Tu parlais de Maggie, c'était Romain. Est-ce que toi, tu as retrouvé ça? Est-ce que ça te paraît aussi too much, cette saison 3? Tu disais un peu, on essaie de choquer pour choquer et Ouais. plus pour raconter quelque chose, quoi. En fait, on parlait de Skin à l'instant, on Ouais. l'a cité. Skin, c'était une série qui était aussi écrite par les acteurs et par des jeunes. Là, on a le regard d'un Quadra qui se pense Sam jeune Levinson. et qui veut parler des jeunes, mais comme un Quadra un peu déviant. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que la différence d'angle, de point de vue, donc ce fameux male gaze, on le retrouve, mais à outrance.
Il n'y a pas un personnage qui y échappe, quoi, finalement, féminin, encore une fois. Si, c'est-à-dire il y en que- a un, c'est le personnage de Roux qui y échappe, mais qui elle-même regarde les femmes parce qu'elle Oui. travaille dans un strip club et elle est lesbienne et en fait les regarde et on adopte souvent son regard qui en fait est très masculin puisque en gros elle mate des fesses. Elle le dit elle-même à un moment, elle dit je suis un mec, enfin, je me comporte comme un mec. Elle dit Oui, basically I'm a dude. Oui, Comme c'est ça. Donc, Et elle dit, justement, comme j'ai du pouvoir, elles acceptent de coucher avec moi. Ouais. Les femmes du strip club, ce qui est aussi voilà, très masculin comme. très masculin. Donc elle y échappe. Et l'autre personnage qui y échappe, c'est Lexi, qui apparaît assez peu. Mais en fait, c'est pas un hasard si ces deux personnages y échappent. Roux, qui donc est le personnage qui parlait des addictions, est un alter ego de Sam Levinson, qui lui-même a eu des problèmes d'addiction. Et Lexi, elle est scénariste. Alter ego, voilà. Et donc en fait, les deux seuls personnages féminins qui y échappent, c'est un peu ça. Après, moi, il y a des moments où je trouve ça intéressant. Par exemple, j'aime bien le personnage de Maddie, qui, elle, était vraiment la bad bitch du lycée et qui, là, en fait, devient manageuse de talent et notamment de talent sur OnlyFans. Et je trouve qu'on raconte quelque chose avec ce personnage, justement, parce qu'elle est dans la gestion. Mais, et donc, le fait qu'elle soit habillée de façon toujours extrêmement extravagante, enfin, qui se trimballe en sous-vêtements dans la rue et en manteau de fourrure, je ne sais pas. Par ailleurs aussi. Oui, mais ce personnage raconte pour le coup quelque chose d'assez intéressant sur comment trouver du travail, tout simplement aujourd'hui. Notamment à Los Angeles. À Los Angeles, et ça n'est pas du tout le cas des autres. Et c'est vrai que, en fait, que le fait que tous les personnages féminins, d'une manière ou d'une autre, soient liés au travail du sexe, pour moi, c'est quand même assez parlant. Le capitalisme, ça n'est pas que ça. On aurait pu nous parler. En 2026, il n'y a plus qu'un seul secteur qui permet de travailler. Voilà, on aurait pu nous parler de capitalisme sans qu'on soit perpétuellement dans le travail du sexe. Il y a une glamourisation à outrance, on l'a dit, hein, mais moi je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui s'est perdu. Il y avait dans la saison 1 ou 2, je ne me souviens plus, une confrontation sur l'addiction à la drogue entre le personnage de Roux, donc joué par Zendaya, et sa mère, qui est d'une violence hallucinante, qui montre à quel point Zendaya est une actrice fantastique. Et ce genre de scène forte, pour l'instant, on l'a plus du tout. C'est-à-dire qu'on la voit dans son... elle a changé d'allégeance, en gros. Maintenant, elle est avec un vendeur d'armes qui est proxénète, etc. Et où elle y trouve son compte. Il y a quelque chose de très consensuel là-dessus. Là où on la voyait avant exploser la cellule familiale et où on voyait que malgré les paillettes, la drogue c'est mal. Là, il y a quelque chose quasiment qui s'est un peu perdu. Plus de recul sur la drogue, quoi. Après, il y a aussi que c'est pas la saison 3 qu'on aurait dû avoir. Oui. Dans ce gap de tant d'années passées, c'était pas ça les plans à l'origine. Il y a eu la grève des scénaristes, il y a eu les agendas de ces acteurs pas très connus qui sont devenus des stars. Bien sûr. Voilà, AAA. Et il y a eu aussi des décès, notamment le personnage de Fez. C'était le dealer, là au téléphone vite fait. L'acteur est décédé, c'était un des meilleurs amis de Sam Levinson. Et je crois que la saison 3 était tournée autour de lui. La saison, en tout cas, et c'était un excellent personnage. C'était un excellent personnage, tout à fait. L'un des plus qui apportait touchants, une nuance sur la masculinité, etc., qui n'était pas inintéressante. Bon, là, il est en prison pour 30 ans. On n'entend jamais sa voix quand il est au téléphone, donc c'était une façon pour lui d'être présent malgré tout. Un mot, parce qu'on l'a évoqué sur Sam Levinson, qui est le créateur indissociable de cette série, mais qui est aussi un personnage assez polémique, notamment dans sa façon, on l'a dit, de tourner, de représenter à l'écran la nudité, les femmes, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties sur le tournage de cette saison 3. Il y a eu des gens qui ont claqué la porte. Le directeur musical, Labyrinthe, est parti. Une des actrices aussi, Barbie Ferreira, a claqué la porte en estimant que son personnage était cantonné au rôle de l'amie grosse. C'est elle qui l'a décrit tel quel et qu'elle n'avait aucune évolution intéressante, donc elle a préféré partir. Et tout le monde impute un peu ça à Sam Levinson, qui serait un peu toxique dans sa façon de gérer cette série. Est-ce que pour vous, le fait que cette saison 3, clairement, n'ait pas la même qualité que les deux précédentes, ça tient à lui ? Entre autres, oui. Je rejoins totalement Romain sur le fait qu'en fait, en fait, on dit que c'est une série sur la Gen Z, mais c'est une série sur la vision de la Gen Z qu'a Sam Levinson. Et je pense que là, elle a atteint ses limites, en réalité.
Je pense qu'il faut quand même rappeler que dès le départ, quand bien même on ne l'a pas réalisé dès le départ, et dans le 11, je m'inclus moi-même, Sam Levinson a pillé le travail d'autres personnes, notamment d'une photographe, Petra Collins, sur l'esthétique glitter dont parlait très bien Romain. C'est elle, au départ, c'est ses photos. Il l'a fait travailler sur la série avant de la dégager. Et ça, c'est quelque chose de récurrent dans la manière de fonctionner de Sam Levinson, puisqu'il a aussi complètement dégagé la réalisatrice de la série The Idol, qui est sortie entre les saisons 2 et 3 d'Euphoria. Donc, il y a moi, je ne suis pas dans les petits potins de Hollywood sur ces tournages, mais de l'extérieur, il y a quand même l'image d'un mec qui est de plus en plus seul à la tête de sa création, qui peut-être tout puissant, le mythe du créateur tout a puissant. trop les coups des franches. Il faut aussi se souvenir que même des actrices qui ne renient absolument pas la série ni leur rôle, comme Sydney Sweeney, elle a raconté que dans la première saison, elle avait fait enlever pas mal de scènes où elle apparaissait dénudée. Et donc, là, j'ai l'impression, moi en tout cas, d'avoir effectivement un créateur un peu tout-puissant. Et qui s'est un peu vu dans la promo, puisqu'on a vu quand même une équipe de promotion, donc à la fois Sam Levinson, mais aussi les acteurs et actrices, assez peu chaleureux les uns envers les autres. Il n'y avait pas ce côté troupe, etc., qu'on retrouve pas toujours. Oui. Le cinéma est aussi un monde plein de mirages, mais en tout cas, on a quand même clairement vu qu'il y avait des dissensions. Il y a aussi peut-être un mot à dire sur ce casting, on l'a évoqué, quand Euphoria sort en 2019, alors Zendaya a déjà eu quelques petits rôles, notamment même un gros rôle dans Spider-Man, qui la font un peu émerger, mais cette série a vraiment fait émerger notamment trois acteurs, trois stars qui sont devenus des stars. Zendaya, bien sûr, Sydney Sweeney et Jacob Elordi. Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est des triple A. Ils se partagent les têtes d'affiche de à peu près tout ce dont il faut être parti à Hollywood aujourd'hui. Est-ce que le fait qu'entre-temps, leur statut ait complètement changé, de les voir revenir dans ces rôles qui sont pas glorieux, entre guillemets, pour eux, c'est notamment le Sydney Sweeney qui est sans cesse dans cette série ramenée à son corps, comme finalement elle l'est en réalité dans notre monde. Est-ce que ça joue aussi dans notre perception, finalement, de se dire cette saison 3 nous paraît moins crédible aussi parce que ces gens-là, on les voit dans d'autres choses aujourd'hui et ça fait pas un peu retour en arrière? Moi, j'ai un peu eu ce sentiment-là parfois. De me dire, Effectivement, qu'est-ce que fait Zendaya finalement à faire ça, quoi? c'est peut-être, oui, alors déjà, il y a peut-être des contrats. Oui, alors voilà. Ils sont Mais pas revenus contraints et forcés. Voilà, ils ont quand même signé, il y a de l'argent derrière. Ils sont pas Encore une fois, s'ils n'avaient pas voulu revenir, ils ne seraient pas revenus, je pense. Mais c'est très étrange, effectivement. Même, on n'a pas trop parlé d'Hunter Schaeffer et pour le coup, Ouais. elle, son rôle, Après de maintenant, Jules. je n'arrive pas à comprendre en 4 épisodes où ils veulent aller. C'est-à-dire qu'on nous présente quelqu'un qui a réussi à s'émanciper, à se sortir de toutes les situations problématiques dans lesquelles elle a évolué avant, de devenir artiste, ou en tout cas de tenter de l'être, pour mieux rétro-pédaler et en faire une escort girl. Vraiment, il y a des choses sur lesquelles j'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors, vous parliez de créateurs tout puissants. Oui, ça me rappelle Tom Cruise dans les dernières Missions Impossibles, qui fait tous les rôles, ou ce cher Alexandre Astier on voit, pareil, il n'a plus de garde-fou. Et des fois, c'est bien d'avoir des contraintes. Sur les acteurs, moi, je trouve que ça s'applique pas à Zendaya, Ok. justement. En revanche, je trouve ça très difficile pour les deux autres. Et sûrement parce que leurs personnages sont moins bien écrits et donc et c'est là que ça pêche. Mais effectivement, alors Sydney Sweeney, c'est compliqué parce que au-delà du fait qu'elle est constamment ramenée à son physique, c'est quelque chose dont elle joue aussi beaucoup. Oui. Il y a par ailleurs énormément de polémiques sur ses opinions politiques. Et là, elle incarne tellement elle est pas tradwife puisqu'elle est pas très habillée, mais Non, vraiment la femme au foyer. la femme au foyer qui veut gagner beaucoup d'argent, Ouais. ce qui, je rappelle, est le cas des influenceuses tradwife quand même, mais qui est très, comment dire, en fait très réac quand même dans la manière de représenter la femme américaine. Évidemment très blonde, à gros seins, très maquillée et tout ça. Enfin, voilà. Et donc, c'est difficile de la différencier. Par ailleurs, par exemple, quand elle est introduite avec ce fameux plan sur ses fesses, elle porte un corset qui est de la marque qu'elle a créée, elle-même Oui. lancée. Et idem, Jacob Elordi, le problème, c'est que en fait, lui aussi, il est égérie Bottega Veneta dans la vie. Et il est habillé avec des fringues hors de prix, alors que je rappelle qu'il est criblé de dettes et juste il bosse sur des chantiers. Normalement, on n'est pas non Romain, plus. c'est peut-être aussi partie dans le scénario de ce gap de 5 ans qui est, je trouve, moi, un peu bâtard, finalement.
qui est trop court pour expliquer plein de choses et Oui. trop long par rapport aux personnages qui en fait n'ont pas visiblement vieilli. C'est-à-dire que on ne sent pas la différence entre si vous prenez Sydney Sweeney il y a 5 ans et Sydney Sweeney aujourd'hui. Elle a la même tête, elle n'a pas vieilli physiquement. Et du coup, on se demande un peu, notamment sur le couple qu'ils forment tous les deux, comment en 5 ans en sont-ils arrivés là? C'est-à-dire à vivre à la fois dans une maison qui est quand même un palace Oui. avec une piscine de fou, un jardin monstrueux. Enfin, c'est un truc qu'on dirait la maison de Michael Jackson, quoi, globalement. Euh, et en même temps, à être criblé de dettes, mais pas des dettes de 50 000 $, quoi, des dettes de quasiment des millions de dollars, et d'arriver à maintenir un train de vie malgré tout. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont un peu, dans ce gap de 5 ans, un peu incohérentes sur certains personnages, notamment le personnage de Jules aussi, tu l'as un peu évoqué, un peu maltraité par le scénario, Complètement voire complètement maltraité même. maltraité. Bon, on a vu encore une fois que 4 épisodes, donc peut-être que la fin de la saison nous apportera des réponses aussi sur ces questions-là. Peut-être qu'elle évoluera aussi sur son traitement des acteurs, on ne sait pas. Ce sera à découvrir puisque Euphoria, donc on court toujours. Il reste donc 4 épisodes qui sortiront au rythme d'un par semaine jusqu'à la fin du printemps. Ça devrait se finir début juin. Série donc clivante, vous l'aurez compris en écoutant notre débat. Ça n'aura pas changé depuis le début d'Euphoria. Au moins, on pourra lui reconnaître cette ligne directrice d'avoir clivé jusqu'au bout. On pourra lui reconnaître aussi d'avoir mis Romain et moi d'accord. Exactement. Vous avez Tout un à peu fait. réconcilié sur une série. On va voir si vous vous réconciliez sur les séries de la semaine. C'est le dernier segment de l'émission. C'est parti. Vous avez chacun choisi une série qui vous a beaucoup plu dernièrement et que vous voulez que tout le monde regarde parce qu'il n'y a pas de raison de se priver quand il y a des bonnes séries. Margot, on va commencer avec toi. On va partir sur Netflix cette fois, puisque j'ai pas précisé, mais Euphoria c'est sur HBO Max, hein, bien sûr, comme les premières saisons. Netflix donc avec une saison 2, celle d'Acharné, série qui était passée un peu, j'ai pas envie de dire dans l'ombre parce que quand même elle a fait un peu de bruit, mais pas grand monde je pense l'a vue en France. Et pourtant la saison 1 était quand même vachement bien. Oui, et la saison 1 racontait l'histoire de 2 personnes qui deviennent acharnées en manquant de s'emboutir sur un parking. Donc ça parlait vraiment de la rage road, comme on Ouais. dit en anglais, donc les gens qui deviennent tarés au volant. Et c'était une série à la fois trépidante, puisqu'il y avait beaucoup de courses-poursuites là-dessus, et beaucoup plus profonde que ça, puisque ça parlait aussi de lutte des classes, puisque dans Ouais. les 2 personnages qui vraiment se menaient une guerre sans merci, il y avait plutôt un prolétaire et une femme qui avait très bien réussi. Mhm. La série s'appelle Acharné en français, elle s'appelle Beef Beef, ouais. en anglais, et on s'aperçoit avec cette saison 2 que le titre anglais est bien mieux. Donc, c'est une série anthologique. Ouais, La donc saison 2 n'a rien à on voir change de dans personnage, on dans change son d'histoire. histoire. Voilà. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont réussi à proposer quelque chose de très différent. Et en même temps qui garde l'ADN de la série, qui n'était pas tellement la rage, mais plus la lutte des classes. On parlait de capitalisme tout à Ouais. l'heure avec Euphoria, et là je trouve qu'il y a un propos sur la lutte des classes qui est excellent. Donc le pitch de cette saison 2, c'est globalement 2 couples qui vont s'affronter. Il y a un couple de gens très riches qui managent en fait une espèce de complexe sportif bien-être Mhm. ultra luxe, et un couple de 2 employés. Et alors c'est hilarant, le casting est génial. Il y a notamment Carey Mulligan, Oscar Il y a un très Isaac, beau casting. Ouais. voilà, Kelly Spiney. C'est vraiment extrêmement bien interprété, toujours très très fin dans ce que ça raconte, Ouais. des mesquineries des gens, et au-delà de ça, vraiment du mal-être existentiel que vous pouvez avoir quand vous n'êtes pas à votre place dans l'échelle sociale. Par ailleurs, c'est une série qui est créée par un showrunner américano-coréen, Ouais. et c'était très important dans la première saison, et ça l'est toujours dans la deuxième. Il y a vraiment aussi tout un propos sur cette immigration coréenne de première, deuxième génération. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai adoré, et j'ai adoré le fait qu'à la fois ce soit différent. Donc, il prend le risque de nous proposer quelque chose de beaucoup moins trépidant, virevoltant et même léger en apparence, encore une fois, que la première saison, pour aller dans quelque chose vraiment de plus malsain, de plus noir. Ok. On ausculte beaucoup le couple, mais je trouve ça vraiment extrêmement réjouissant. Bah, j'ai hâte de la regarder. Moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1 qui m'avait un peu rappelé une filiation avec After Hours de Scorsese. Ce côté, justement, on est embarqué dans un truc où on s'énerve un peu tout seul sur des mesquineries, comme tu disais, des
des gens, juste le simple fait de s'être fait klaxonner dans la rue Voilà. et qui nous pousse un peu dans des trucs Et là, on est rend un peu plus, fou, on quoi. est plus vers White Lotus dans la deuxième Bah, saison. ça donne C'est ce qui semblait. Ouais. c'est quand même une bonne référence. Donc c'est Acharné, la saison 2, elle est déjà entièrement dispo puisque c'est sur Netflix, donc tout est dispo d'un coup. Il y a 8 épisodes et si vous n'avez pas vu la saison 1, rattrapez évidemment la saison 1. Vous pouvez la regarder dans l'ordre que vous voulez, c'est Oui. l'avantage du coup des anthologies. Si vous préférez autre chose, vous pourriez préférer la série de Romain peut-être. Margot a des problèmes d'argent. Alors je précise qu'on ne parle pas de Margot. Non. Même si ce titre me C'est parle Margot a des énormément. problèmes d'argent, souvent. Non, c'est Margot avec un O Tout à cette fait. fois. Et Margot a des problèmes d'argent, c'est vraiment le titre pour le coup français de cette série. Coup de cœur pour toi, qui est à voir sur Apple TV. Tout à fait. Alors oui, on le voit à l'image, c'est porté par Elle Fanning, mais aussi Michelle Pfeiffer, il y a Nick Offerman, il y a Nicole Kidman, Greg Kinnear, enfin voilà, Très beau il casting y a un aussi. très beau casting. Et c'est une série qui parle de génération, c'est une série qui parle de sexualisation des corps, c'est une série qui parle de l'entrepreneuriat, de ce côté de comment s'en sortir quand on est en galère dans le monde d'aujourd'hui. En gros, c'est toutes les thématiques d'Euphoria, mais En à bien. l'opposé du spectre. C'est-à-dire que même la nudité qui nous est pas épargnée du tout. Et au début, on voit le personnage qui est campé par Elle Fanning, donc qui joue cette Margot, dans des rapports sexuels, etc. Et on voit vraiment beaucoup de choses. Ok. Et tout d'un coup, elle va tomber enceinte. Et à Ouais. partir de là, son corps va changer. Et toute la série continue de la montrer en train d'allaiter ou ce genre de choses. Par contre, on est totalement sorti d'une sexualisation avec Ok. de la nudité malgré tout. Alors, évidemment, c'est un autre exercice que celui d'Euphoria. C'est aussi peut-être parce qu'il est porté et écrit par des femmes. Mhm. Mais ça reste un petit pied de nez que je voulais faire par rapport à Euphoria, mais c'est pas du tout le cœur de la série. Le cœur de la série, c'est que cette jeune femme va être mère célibataire, va décider de garder son bébé, et à partir de là, c'est comment on s'en sort. Et comment on s'en sort, peut-être en faisant un peu de OnlyFans, mais toujours avec un désir de pas forcément faire de la pornographie ou de ce genre de choses, mais en essayant de se réinventer à travers ça. Et notamment grâce à un papa, ancienne superstar du catch, qui sait faire de la mise en scène, une coloc qui est fan de cosplay, et surtout, voilà, il y a tout un propos sur la famille d'aujourd'hui, et c'est surtout ça qui est intéressant. Et de voir comment est-ce que les personnages peuvent être broyés par une vision patriarcale et d'une société un peu sclérosante, avec pas mal de... Voilà. Ok. Donc c'est vraiment l'envers d'Euphoria. Et si on m'avait pas dit Apple TV, j'aurais pensé que c'était HBO de la grande époque. Ok, Voilà. très bien. Et c'est plutôt très bien vendu. Et Margot, je crois que tu plus sois. Ah oui, j'ai adoré. Vu la série C'est également. génial. Et voilà, ça s'appelle donc Margot a des problèmes d'argent et c'est une énième raison d'aller sur Apple TV. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je sais plus quoi vous dire, mais je sais pas. Ne regardez plus. Vous n'êtes plus digne de regarder l'épisode suivant si à ce niveau-là vous n'avez plus Apple TV. Il y a vraiment 1000 choses à voir en ce moment. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on vous parlait de For All Mankind, très grande série d'Apple TV. Voilà, vous avez maintenant Margot a des problèmes d'argent dans un tout autre registre. Mais c'est à voir sur Apple TV. Il y a 8 épisodes aussi, je crois, qui sont prévus, qui vont sortir petit à petit. Merci Romain pour cette reco. Je rappelle que tu animes chaque semaine le podcast Originals, dispo sur toutes les plateformes d'écoute. C'était quoi le dernier épisode en date? Le dernier, on a fait Man on Fire, c'est celui qui sort là demain. Très bien. Je n'ai absolument pas envie de voir cette série. Mais Le film avec Denzel Washington est tellement parfait que... Mais écoutez quand même l'épisode parce qu'on y apprend plein de choses. Je vais l'écouter parce que j'ai regardé 2 épisodes de la série et j'ai On n'est pas abandonné. très convacus non plus, mais on a quand même des choses à dire. Très bien. Et j'irai écouter ça de bonne heure, puisque de toute façon, je sais pas quand je ferai ça. On va dire que je ferai ça dans la journée. Non, je déconne, j'ai beaucoup de travail. Mais je trouve toujours le temps d'écouter Originals et faites-le aussi, c'est vachement bien. Et merci Margot. En ce moment, je rappelle qu'on peut te lire, toi, dans Télérama. Et puis tu seras à Cannes. Un Oui. petit festival qui Ah démarre ouais, un la petit semaine truc. prochaine. Un petit truc sur quelques jours sur la Croisette. Je crois qu'il y a 2-3 films d'auteurs qui seront montrés à quelques journalistes et c'est tout. Peu de sommeil pour toi en perspective. Ah, mais exactement. Peut-être moins de séries aussi sur cette période-là. Mais on espère que tu vas t'amuser et que tu nous reviendras avec plein de critiques et plein de bonnes idées de films à voir et à nous recommander. Donc dans Télérama notamment, mais partout où tu peux écrire. Je rappelle que tu es indépendante. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir pour cette émission. Et merci à vous de nous écouter de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté de votre casque, de vos écouteurs. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois au podcast si vous n'avez pas eu le réflexe, c'est le moment.
On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer, etc. Sur le site évidemment de BFM Tech aussi, et puis sur YouTube si vous préférez nous regarder. Et regardez-nous parce qu'en plus tout le monde était très beau. Peut-être pas avec des paillettes sur le visage, mais ça valait quand même le détour. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Salut.